Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à lire une carte topographique. Donc on va regarder la fameuse carte Topo 25 de l'IGN. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une carte topographique? Donc c'est une carte qui montre le relief avec les différents niveaux d'altitude et différents aménagements qu'il peut y avoir sur la carte. Là, je vais vous parler surtout de la carte française, la plus connue, la Topo 25 ou la Top 25 en fonction de comment on l'appelle, ça dépend là où c'est marqué. Donc c'est une carte au 1/25 millième, ce qui veut dire que 1 centimètre sur la carte représente 25 000 centimètres en réalité. En gros, si on fait la conversion, ça veut dire que 1 centimètre, ça fait 250 mètres. Donc on va voir directement sur la carte comment la comprendre, comment la décrypter, et puis les petites astuces pour s'en servir. Déjà, la particularité de cette carte, c'est qu'en fait, elle est vraiment nette que au 25 millième. Donc elle est faite pour être lue au 25 millième. Donc là, je suis sur l'application Géoportail, sur le site web du Géoportail de l'IGN. Donc là, je vois que je suis au 15 000. Mais si vraiment je veux me mettre net, et en fait, c'est là où je vais être au 25 millième. Elle est faite pour être lue normalement à cette échelle-là. Ce qui fait que si on dézoome ou que si on zoome beaucoup, je zoome encore, on va voir que ça commence à devenir pas très net. Donc elle est faite pour lire à une certaine échelle. À la différence d'autres cartes qui, elles, sont en vectoriel, donc du coup, il n'y a pas de déformation. Mais cette carte, elle est super efficace pour la randonnée. Il y a plein d'informations utiles et c'est ce qu'on va détailler là maintenant. Si vous voulez savoir en fait ce que contient la carte, c'est très simple. Dans le géoportail, vous cliquez sur le petit bouton ici de la légende. Et là, vous avez le descriptif de chaque objet sur la carte, à quoi il correspond. Donc, on va procéder par couleur en fait. Le plus simple, c'est le bleu. Le bleu, c'est tout ce qui concerne l'eau. Donc, on peut avoir des petites rivières, comme ici. On peut avoir des petits lacs ou des retenues d'eau. On peut avoir des cercles, c'est des fontaines. Ou on peut avoir aussi, très important, des sources, comme ici. Donc tout ce qui est bleu, ça va correspondre à l'eau. Il y a juste une petite exception, c'est pour les chemins de ski de randonnée. C'est des traits en bleu foncé. Donc je ne sais pas, voilà, c'est des traits en bleu foncé comme cela, à ne pas les confondre, ce ne sont pas des rivières. Donc là on voit très bien la différence. Là on a en trait bleu foncé les itinéraires de ski de rando, et en bleu un tout petit peu plus clair, les rivières. Ensuite on a en vert tout ce qui est végétation. Donc ça peut être des prairies, ça peut être des forêts. Il y a toute une légende avec des petits arbres pour dire si c'est des vergers, si c'est des vignes, si c'est des forêts. Après, l'essentiel, ça veut dire, c'est qu'il y a la végétation parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément fiable tout le temps parce que la forêt peut aussi reculer. La nature de la végétation peut aussi évoluer. Ensuite, on a en noir tout ce qui est, on va dire, éléments fixes. Donc le plus simple, c'est de voir qu'on a toutes les maisons, les bâtiments, et tout ce qui va être rocher, avec les reliefs qui sont très marqués, qui sont en noir. On verra aussi une petite exception après sur les sentiers, mais j'y reviens juste après. Et enfin, dans la grosse catégorie des couleurs, on a tout ce qui est rose. Donc rose, c'est vraiment, en gros, c'est la couleur qui va nous intéresser pour tout ce qu'on veut faire en mode outdoor. On va avoir plein d'informations. On va avoir tout ce qui est point d'intérêt. Par exemple, ici, on a un belvédère, on a un point de vue, on a une croix, ce genre de choses. On va avoir des informations sur des campings, sur des départs de parapente, sur des sites d'escalade, des via ferrata. Et on a les petites maisons qui correspondent au refuge. Donc pareil, n'hésitez pas à regarder la légende. Dans la légende, vous cherchez un petit peu tout ce qui est rose. Et vous allez voir en fait qu'il y a 3 symboles et 3 textes qui sont séparés par des virgules. Le premier symbole correspond au premier texte, donc refuge ou gîte d'étape gardé. Donc là, typiquement, c'est une auberge de jeunesse qui est gardée. Ensuite, si on avait une petite maison blanche avec une porte, c'est-à-dire que c'est un refuge non gardé. Et si c'est un refuge, si c'est une petite maison complètement blanche mais on ne voit pas de porte, c'est que c'est juste un abri. Donc en rose, on va retrouver tous les sentiers les plus utilisés. C'est-à-dire qu'on va avoir ceux qui sont marqués, qui sont vraiment signalés par des panneaux. En rose normal, on va avoir les sentiers qui sont vraiment entretenus et qui sont, on va dire, de niveau normal. Ensuite, en trait-tillé, comme par ici, on va avoir les itinéraires
qui sont pas des GR, qui sont d'autres sentiers, qui sont des fois, en général souvent un petit peu plus techniques. Mais c'est surtout qu'ils sont pas, c'est pas des GR ou c'est pas des GRP. Donc, des chemins un petit peu moins fréquentés. Et ensuite, on va avoir des chemins en pointillés. Quand c'est des passages en pointillés, là, il faut vous dire, attention, là, il y a vraiment un niveau difficile, il y a une technicité sur le terrain, il y a du vide, il y a quelque chose qui fait qu'à cet endroit, il faut faire attention. Donc, je résume, très plein, c'est normal. Très tillé, c'est des itinéraires plus ou moins balisés, un tout petit peu plus techniques, légèrement plus techniques. Et vraiment pointillé, c'est là où il faut faire attention. Il faut se poser la question si vraiment on est apte à y aller. Il faut vraiment se renseigner sur ces chemins-là. Pour savoir de quel chemin on parle, souvent on a des annotations, on a du texte dessus. Alors typiquement, je prends l'exemple par exemple du TMV, du Tour du Mont Blanc, on va avoir le texte qui dit que là c'est le GR Tour du Mont Blanc, et il y a aussi le GR5 qui emprunte le même tronçon. Et après on pourra avoir des séparations. On peut aussi voir que là il y a une variante, ça vous dit que là c'est une variante du TMB, et que le chemin normal passe de l'autre côté. On a aussi les GRP qui sont marqués, donc les grandes randonnées de pays. Par exemple, le GRP Tour du Pays du Mont Blanc qui est ici. Donc tout ce qui est GR, GRP en très plein. Ensuite, un autre point important, ce sont les courbes de niveau. Donc ça, c'est une notion qui est très importante à comprendre pour savoir vraiment s'il y a de la pente et dans quel sens elle est. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, pour repérer en fait le relief, et puis quand on est sur le terrain, pour se repérer où est-ce qu'on est. Donc les courbes de niveau, qu'est-ce que c'est? En fait, les courbes de niveau, c'est un découpage horizontal du relief. Donc avec cette petite illustration, vous pouvez voir qu'en fait, qu'on découpe avec des niveaux d'altitude toujours équivalents, on fait des sortes de tranches, et on va marquer en fait d'une ligne à quel endroit ça fait la coupure. Donc les courbes de niveau, c'est en fait à peu près toutes les courbes, toutes les traits qu'on a en marron. C'est souvent marron, c'est pas tout le temps le cas. On a aussi des courbes qui sont bleues quand on est sur des glaciers, ou qui sont un peu gris quand on est sur du rocher. Ça dépend à quel endroit, ça dépend des cartes. Ce qui est important, c'est la notion de courbe et d'espace, d'interdistance entre les lignes. En règle générale, en montagne, l'interdistance entre chaque ligne, c'est 10 mètres. Entre chaque ligne, il y a 10 mètres d'espace d'altitude. Ça, c'est bon qu'on a au niveau de la montagne. L'interdistance en montagne, elle est de 10 mètres. En plaine, elle peut être de 20 mètres, ou des fois, on a des mi-interdistances. Et en haute montagne, elle peut être de 5 mètres. Donc, la première chose, c'est de savoir quelle est l'interdistance. Et pour ça, pour se repérer, on va avoir des lignes de niveau maîtresse. Typiquement, là où c'est marqué le nombre, l'altitude, 1450, on voit qu'elle est légèrement plus foncée que les autres courbes. Et en fait, on va avoir différentes hauteurs. Donc les courbes de niveau, c'est en fait toutes les lignes marron qu'on a sur la carte. C'est quasiment tout le temps en marron, mais ça peut être aussi en bleu au niveau des glaciers, ou des fois en gris quand il y a des rochers, ça dépend des cartes. Donc toutes les lignes, en fait, en montagne, elles vont avoir une interdistance de 10 mètres. C'est-à-dire qu'entre une ligne et la ligne d'après, on va avoir un écart de 10 mètres d'altitude. Je parle bien d'altitude et pas de distance. 10 mètres, c'est l'interdistance normale en montagne, mais il faut faire attention. À d'autres endroits, ça peut être 5 mètres par exemple, en haute montagne, ou des fois 20 mètres en plaine, ou des fois il y a une courbe d'interdistance. Pour pouvoir mieux les compter, parce que vous voyez là, c'est tout serré, on va avoir des courbes maîtresses, des courbes de niveau maîtresse, avec le nombre qui est marqué dessus. Par exemple, là, on va avoir 1600. On va avoir la courbe là, elle est légèrement plus foncée que les autres. Et là, au-dessus, on va avoir 1650. Souvent, toutes les 5 courbes de niveau, on va avoir une courbe maîtresse. Ça permet de ne pas avoir à compter toutes les lignes à chaque fois. Donc typiquement, là, on va avoir en marron 1600, 1650, 1700, 1750, etc., etc. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que le texte est placé dans le sens de la montée. Donc là, typiquement, 1650, je le lis bien, donc en fait, la montée va vers le haut. Puis on voit très clairement l'indication du sommet, là, qui est à 2018. Quand on a un texte avec un petit point, c'est l'endroit de l'altitude. Si je me mets un petit peu de l'autre côté, là, on va voir que, par exemple, on a un 1600 ici, qui est orienté dans le sens de la montée.
Donc à chaque fois, si vous voulez savoir dans quel sens ça monte, dans quel sens elle se met, en fait, instinctivement, vous pouvez vous dire que si le texte est placé comme ça, c'est que ça monte dans cette direction. Du coup, maintenant qu'on sait ce que c'est et comment ça fonctionne ces courbes maîtresses, bah, on peut en fait compter combien de distance il y a, mais le seul truc en fait vraiment important à se souvenir, c'est que plus les courbes sont serrées, plus ça va grimper. Plus elles sont écartées, plus ça va être plat. Donc là, on voit très clairement que dans ce sens-là, c'est très serré, donc ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de chemin. Alors que si on redescend autour du lac, on va voir que là, tout ce qui est autour est relativement plat. Donc c'est comme ça qu'on va savoir s'il y a de la pente ou pas. C'est vraiment ça le but des courbes de niveau. Après, ça permet de générer comme un effet 3D. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la pente. Est-ce qu'elle est raide ou pas? Après, à l'usage, on arrive à savoir dans quel sens est la pente, savoir si on est sur des crêtes ou sur des combes. Alors, des fois, les combes sont carrément marquées textuellement, ou des talwegs, on appelle ça aussi. Quand la courbe de niveau fait une pointe, je parle quand on est en train de monter du bas vers le haut, quand la courbe fait une pointe, comme sur ce schéma-là, et bah, c'est une combe, un talweg. Et quand on a une courbe de niveau qui fait un creux, donc une sorte de pointe vers le bas, c'est une crête. Typiquement, le plus simple pour s'y repérer dans ces histoires, c'est les rivières, les petits cours d'eau. Quand on a un cours d'eau, là je vois typiquement que ça fait justement une petite bosse, et il y a une rivière, ce qui est logique. Donc là, en fait, à cet endroit-là, il y a un creux. Et du coup, l'autre courbe de niveau, la courbe de niveau qui est à côté, la série de courbes de niveau qui est à côté, qui fait une sorte de creux, bah en fait, c'est la crête. Donc c'est un petit peu contre-intuitif, mais je trouve que le plus simple, c'est de repérer les rivières, repérer les cours d'eau, et de se dire, voilà, s'il y a un cours d'eau, c'est qu'il y a un creux, donc le reste, c'est une crête ou une bosse. De toute façon, le mieux, c'est surtout de regarder le chemin et par où il passe, et de voir si le chemin passe par quelque chose qui est très espacé en termes de cours de niveau ou pas. Alors après, mentalement, ces histoires de creux, de crêtes, vous allez le faire instinctivement. Regardez les rivières et vous allez voir où il y a des bosses, où il y a des creux. On peut même imaginer, en fait, en fonction du réseau de rivières, bah, faire l'inverse avec les sortes de toutes les crêtes qu'il peut y avoir pour vous dire, là il y a un creux, là il y a une bosse. Donc il y a plein de subtilités sur ces cartes-là, il y a plein de choses encore à redire. L'idée, c'est pas de vous noyer dans tous ces détails. Il y a des indications pour les creux, il y a des indications pour les ombres, il y a des repères pour pouvoir placer la boussole, les GPS. Vous verrez, à l'usage, tout se passe bien. Il faut juste pratiquer, 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 et ça va devenir intuitif de lire une carte. Juste un petit point important, c'est une carte qui ne se met pas à jour forcément tout le temps. Donc il faut bien penser que le terrain peut bouger, c'est-à-dire la forêt peut avancer ou reculer, les sentiers peuvent évoluer, peuvent passer d'un côté ou l'autre, et que la carte, elle n'est pas forcément en temps réel. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu ce qu'il y avait sur la carte, comment on peut lire une carte? Bah, on peut lire une carte sur du papier, comme ça. On peut lire une carte sur le téléphone, comme ceci, par les applications. Et on peut lire une carte aussi sur les montres GPS. Quand on est sur une carte papier, en fait, le nord est toujours en haut, toujours dans l'axe vers le haut. Après, vous avez plusieurs façons de vous y prendre hein, pour lire une carte. Soit vous prenez votre carte comme ça et puis vous la tournez pour être dans le même sens que là où vous êtes, où vous regardez. Soit vous la prenez au nord et c'est vous qui vous déplacez pour être dans le même sens de la carte. Sur le téléphone, alors je vous montrerai sûrement une vidéo dédiée sur les différentes applications, mais c'est beaucoup plus simple. C'est principalement parce que sur votre téléphone, vous avez votre GPS et le GPS vous indique votre position. C'est souvent ça qui est le plus dur en fait quand on lit une carte, c'est de savoir où on est, surtout quand on est perdu, de savoir à quel endroit on est et comment se repérer. Sur l'application, bah, il n'y a pas de souci, vous mettez le GPS en marche et puis ça va vous donner l'indication. Par contre, ça veut dire qu'il vous faut des batteries. Attention quand même à la position, c'est une position qui, en fonction du GPS, en fonction des moments dans la journée, peut varier en précision. Ça peut aller de 5 à 20 mètres. Donc, des fois, on peut croire qu'on est sur un chemin alors qu'on est sur un autre chemin. Ou qu'on est d'un côté de la montagne avec de l'autre côté de la montagne. Donc, il faut vraiment faire attention à la précision du GPS. Et ça dépend aussi de quel endroit on se situe. Si on est dans une forêt ou à flanc de falaise, le signal GPS va moins bien passer. Et du coup, votre précision sera moins bonne. Donc, toujours
pensez à revérifier après votre position des fois quand vous bougez. Des fois, l'évolution va avoir une meilleure information quand vous vous déplacez, voir dans quel sens vous allez, que la position à un instant T. Ce qui est bien aussi avec l'application, bah, c'est que vous pouvez en gros orienter votre téléphone et avec la boussole interne. Alors, en fonction du téléphone, c'est pas forcément une très bonne boussole, mais ça va vous permettre de dire dans quelle direction vous êtes, enfin, où vous allez, et ça va orienter la carte en fonction de ça. Ensuite, sur une montre GPS, bah, en fait, c'est encore plus simple. Vous pouvez charger votre tracé dessus, vous suivez l'indication, et ça vous dit c'est à gauche, c'est à droite, et ça vous dit si vous vous écartez de votre tracé. Sinon, pour lire réellement la carte, je vous montrerai des astuces peut-être une autre fois, mais c'est plus petit, donc c'est un peu plus compliqué à lire réellement la carte. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est toujours de vous entraîner à lire des cartes et de ne pas attendre d'être perdu pour lire la carte. Au contraire, la carte, vous devriez la lire à chaque fois que vous avez une intersection. L'avantage, c'est de savoir où vous êtes, de vous repérer, et puis, en fait, à chaque intersection, c'est là où vous devez vous poser la question, est-ce que je dois aller à gauche ou à droite, par rapport à l'endroit d'où vous venez. Typiquement, si vous venez du Crêt du Loup, vous savez que vous longez la route là. Ensuite, vous quittez la route pour prendre le chemin à gauche. Donc, vous savez que vous êtes là, vous faites un petit virage et là, vous arrivez à une intersection. Et en fait, si vous savez que vous êtes à l'intersection, vous n'avez qu'à vous dire où est-ce que je veux aller. Est-ce que je veux aller à droite ou à gauche? Et comme ça vous aide à vous repérer et ça vous aide à trouver le bon chemin, en plus des panneaux. Donc, au niveau des sentiers, on va principalement se baser sur tout ce qui est rose. Mais on va avoir aussi deux autres informations qui sont importantes. On va avoir tout ce qui est route, donc on va avoir les départementales un peu en orange, et puis les routes principales, les routes classiques en blanc bardées de noir. Mais on va avoir aussi tout ce qui est route carrossable. Typiquement, quand on a une route dont le contour est en trétillé, ça veut dire que c'est une route qui peut être empruntée en 4x4, on va dire, ou en voiture, mais ce n'est pas une route goudronnée. Et ces routes-là ne sont pas tout le temps ouvertes. Souvent, elles sont interdites aux véhicules motorisés. Et c'est que les gardes forestiers ou ce genre de personnes qui peuvent, ou que les propriétaires qui peuvent les emprunter. C'est pour ça que cette carte aussi, elle est très bien. C'est qu'on va avoir aussi toutes les indications de parking pour savoir en fait, là où vous garez, là où vous pouvez commencer votre randonnée. Et souvent, ça va faire la limite. Le parking va souvent faire la limite entre la route goudronnée de la route qui est interdite aux véhicules. Donc, le mieux, c'est de s'entraîner à lire une carte. Pour ça, ce qui est efficace, c'est d'aller sur le terrain. Pour une randonnée, même que vous connaissez, une petite rando facile, vous prenez votre carte et vous vous entraînez à la lire à chaque intersection pour savoir où vous êtes. En faisant ça, ça va vous apprendre en fait les différentes choses. Vous allez pouvoir vous poser des questions, dire tiens, c'est quoi sur cette carte? Et vous allez plus être surpris au moment où vous êtes perdu. Pour pas être perdu, le mieux, c'est de regarder la carte régulièrement pour savoir où vous êtes. Comme ça, au cas où, vous pouvez revenir en arrière. Quand on est perdu, en fait, le truc le plus dur, c'est de savoir où est-ce qu'on est, de trouver sa position. Quand on a un GPS, c'est beaucoup plus simple, ça facilite énormément les choses, mais si on n'a plus de piles, si on n'a plus de batterie, bah, on a plus d'informations. Donc c'est toujours important de savoir se repérer sur une carte papier. Pour se repérer sur une carte papier, il faut surtout regarder les objets fixes et importants et imposants. Typiquement, un bâtiment, une maison ou une chaîne, un relief avec une crête, ce genre de choses. Et voir, tiens, ça a une forme de V à cet endroit-là, là ça fait juste un pic à un endroit. Donc ça, c'est ce qui est important de repérer. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir les chemins de randonnée qui sont en rose sur la carte Topo 25. Donc en rose en trait plein quand c'est un GR ou un GRP, trétillé quand c'est un autre sentier, et surtout attention, on fait attention aux pointillés qui eux sont des chemins qui sont un petit peu plus dangereux, un petit peu plus techniques. Après, une fois qu'on a compris ça, on regarde par où passe le chemin. Est-ce que ça a des courbes de niveau qui sont très serrées ou très espacées? Si c'est très serré, ça va être en pente. On regarde dans quel sens est la pente, si on est en train de monter ou de descendre. Et après, on n'a plus qu'à profiter sur les sentiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, à vous abonner également et à partager la vidéo pour partager au maximum de personnes. Voilà, sur ce, je vous dis amusez-vous et prenez soin de la nature. Ciao, ciao!